Savez-vous que l'ambre n'est pas une pierre, mais une sécrétion naturelle issue de la lente fossilisation d'une résine végétale produite il y a des millions d'années par certains conifères? Ici Natacha Renata Kimberly. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une pierre qui n'appartient pas au domaine du minéral, mais à celui du végétal, et qui possède des couleurs allant du jaune pâle au brun doré, au brun foncé presque, en passant par le rouge orangé. En joaillerie, l'ambre, qui est une oléorésine et ne possède pas de structure cristalline, est considérée comme une gemme organique. Il présente souvent des bulles d'air et des inclusions de plantes et d'insectes que l'on peut percevoir par transparence, une caractéristique qui a malheureusement fait le bonheur de nombreux faussaires et le malheur de bon nombre d'insectes et petits animaux. En effet, la quantité de fausses pièces d'ambre est tellement importante que les revendeurs font appel à l'analyse chimique pour être certains de la qualité de leurs produits, mais même avec ça, ils se font avoir. Malheureusement pour nous, les certificats qui accompagnent bon nombre d'ambres n'est pas une garantie. Même les spécialistes se font berner. Pour exemple, la fameuse pièce numéro 22305, qui date du XIXe siècle et fait partie de la collection nationale du prestigieux musée de Londres, en Grande-Bretagne, est tout simplement un faux. Il est vrai qu'un certain flou entoure la réglementation du commerce des pierres et on a vite fait, lorsque l'on n'y connaît pas grand-chose, de s'y perdre. L'article 3 du décret 2002-65 du 14 janvier 2002 relatif au commerce des pierres gemmes, des pierres organiques et des perles mentionne que la position de la mention traitée et l'indication du traitement ne sont pas obligatoires pour les pierres gemmes, les matières organiques, les perles fines et les perles de culture. Ce qui explique par exemple que l'on trouve de multiples magasins dans lesquels les améthystes traités sont vendus comme des citrines alors qu'elles n'en sont pas. Mais revenons-en à l'ambre, dont plus de 90% des pièces vendues avec un certificat de qualité sont des matières compactées, modifiées, fondues, transformées, dénaturées et artificiellement chargées de petites paillettes. Éric Gernaert, spécialiste de l'ambre et donc du faux ambre, écrit dans un de ses articles daté de juin 2007 et publié dans le magazine Pour la Science qu'aujourd'hui encore, on fabrique des faux ambres. Les plus récents, résine, plastique ou les deux, imitent assez bien l'indice de réfraction optique, la densité et la capacité de l'ambre à se charger d'électricité statique quand on le frotte. Il semble heureusement qu'aucune matière ne soit capable de reproduire toutes les propriétés de l'ambre. Les résines d'arbres contemporains ont bien sa senteur et sa capacité à stocker la chaleur, mais pas sa dureté. Il existe des polymères qui imitent bien sa flottabilité dans l'eau salée, mais ils n'ont pas l'odeur de pain qui se dégage quand on touche l'ambre avec une aiguille chauffée. Pour autant, des pièces d'ambre manifestement factices, même pour un novice, sont mises en vente chaque jour sur Internet et trompent nombre de gens. Je vous mets sous la vidéo le lien du site d'Éric Gernaert. C'est passionnant à lire et je vous conseille de jeter un coup d'œil sur son magnifique travail de recherche. Je vous donne une petite astuce pour savoir si votre ambre est une vraie pièce ou pas. Prenez tout simplement une lampe à UV et mettez votre ambre dessous. S'il est fluorescent et de façon non homogène, c'est-à-dire qu'on peut y voir les coulées de résine, c'est que votre ambre est vraiment de l'ambre. Je vous mets sous la vidéo un lien qui vous permette d'acheter une lampe UV et surtout le lien du site d'Éric Gernaert. C'est passionnant à lire et vous ne regretterez pas de jeter un œil sur son magnifique travail de recherche. Ce n'est que récemment, vers 1750, qu'il a été démontré que l'ambre avait une origine végétale grâce aux recherches du comte Georges-Louis Leclerc de Buffon, 1707-1788, naturaliste français, et de Carl von Linné,
1707-1778, naturaliste suédois. Toutefois, tous deux estimaient que l'ambre était une matière comparable au pétrole. À la même période, Mikhaïl Lomonosov, 1711-1765, un chimiste et physicien russe, affirme que l'ambre est une résine issue d'un arbre. Mais ce n'est qu'en 1811, grâce aux travaux du professeur Wrede, un Allemand d'origine prussienne, que l'on parvient à conclure que l'ambre est bien une résine fossile. Jusqu'à cette période très récente, d'un point de vue historique, l'ambre était classé soit parmi les minéraux, soit parmi les fossiles. L'ambre jaune ne doit pas être confondu avec l'ambre gris qui est une sécrétion intestinale venant du cachalot. L'ambre gris est une matière première utilisée en parfumerie qui donne au parfum une odeur cuirée, boisée, animale, proche du tabac et légèrement camphrée et qui sert également de fixateur. Les gisements d'ambre végétale les plus anciens datent de la fin du Carbonifère, c'est-à-dire d'il y a 310 millions d'années, et les plus récents d'il y a 40 000 ans. On trouve cette résine dans le monde entier, mais les principaux filons se situent en Europe du Nord, du côté de la mer Baltique et de la mer du Nord, et ces pièces portent le nom d'ambre balte ou d'ambre de la Baltique. L'ambre peut être extrait de mines à ciel ouvert, de mines souterraines, mais aussi récolté à la main ou par dragage le long du littoral des mers du Nord, ou bien encore par le biais de la plongée sous-marine dans ces mêmes eaux. L'ambre a fait l'objet d'un commerce important dès la préhistoire. Les premiers pendentifs de cette oléorésine récupérés sur les sites archéologiques datent de 12 000 ans avant notre ère. Il y a 3 ou 4 000 ans, nos ancêtres récoltaient déjà l'ambre après chaque tempête le long du littoral des mers du Nord. Ils disaient que cette résine était une pierre née de l'eau qui avait la faculté d'emprisonner la vie. Ces récoltes leur ont permis de développer un commerce important avec des États se trouvant à de très grandes distances géographiques et d'établir ainsi des échanges et des liens pérennes avec de nombreux pays du bassin méditerranéen. C'est de cette façon qu'est née une route commerciale appelée la route de l'ambre qui reliait la mer Baltique à la Méditerranée et qui servait à transporter l'ambre jaune chez les Grecs, les Phéniciens et les Égyptiens qui en étaient de grands consommateurs. Pour de nombreuses populations, l'ambre symbolisait la mémoire et l'histoire du monde. Il était considéré comme un porte-bonheur et avait la réputation de protéger tous ceux qui en étaient porteurs. Symbole de jeunesse éternelle, l'ambre servait de monnaie dans la Rome antique et se retrouvait chez les Égyptiens jusque dans les tombes des pharaons, comme dans celle de Toutankhamon par exemple. Il représentait l'immortalité et se trouvait associé à l'ambroisie, le nectar d'immortalité consommé par les dieux grecs. Dans l'Antiquité grecque, cette résine était réservée au culte de Zeus, le roi des dieux, ce qui était probablement en lien avec la légende de Phaéton, le fils d'Hélios, le soleil, et de l'Océanide Clymène. Selon la mythologie, Phaéton, dont le nom signifie le brillant, a obtenu un jour, à force d'insister, la permission de conduire le char de son père, mais il s'est rapidement montré incapable de mener correctement l'attelage. Soit Phaéton se trouve trop loin de la terre et la laisse sous le gel et la glace, soit il s'en approche de trop et y apporte la sécheresse et même un feu destructeur dans certains endroits. C'est en voyant les dégâts occasionnés par Phaéton que Zeus décide d'arrêter le char dans sa course. Il foudroie par la même occasion le fils d'Hélios, qui meurt sur le coup et tombe dans le fleuve Éridane. Les sœurs de Phaéton, nommées les Héliades, se montrent inconsolables et n'arrêtent pas de pleurer sa mort. Leurs larmes finissent par se transformer en gouttes d'ambre, alors qu'elles-mêmes sont métamorphosées en arbres. Une autre légende dit qu'Apollon aurait versé des larmes qui se sont transformées en ambre lorsqu'il a fui Zeus, son père, peu après sa naissance, et qu'il s'est rendu dans le pays des Hyperboréens, un peuple mythique de l'Antiquité.
Hérodote, 480 à 425 avant notre ère, historien et géographe grec, et Pline l'Ancien, 23 à 79 après Jésus-Christ, naturaliste romain, évoquent tous deux l'existence d'une mer qui aurait donné naissance à l'ambre. Pline écrit que l'ambre avait la propriété de faire baisser la fièvre et qu'il était un remède qui permettait de guérir des infirmités telles que la cécité et la surdité. Dans certains pays comme la Chine, l'ambre avait la réputation d'attirer l'abondance et la prospérité, raison pour laquelle les Chinois portaient sur eux une figurine d'ambre, une matière qu'ils reliaient également au tigre car cette résine était connue pour abriter l'âme de cet animal. Les chrétiens, quant à eux, associaient l'ambre aux larmes versées par les oiseaux le jour de la crucifixion du Christ. Et ce sont les chevaliers teutoniques, un ordre créé en 1199, qui ont pris un temps le contrôle du marché prussien de l'ambre pour la fabrication des objets religieux. Tout civil trouvé à cette époque en possession d'un morceau d'ambre, ne faisant pas partie d'un rosaire, se voyait infliger immédiatement la peine de mort. Au Moyen-Âge, l'ambre était considéré comme un cadeau divin. Une chaîne en ambre symbolisait le lien spirituel et inaltérable existant entre deux personnes. Les peuples slaves, quant à eux, pensaient que l'ambre était le produit des larmes pétrifiées des dieux qui se retrouvaient à la surface de la mer. Il existe également un ambre de couleur rouge qui portait au Moyen-Âge le nom de pierre de lynx ou de lingurium et qui avait la réputation d'apporter à celui qui en possédait le don de double vue. D'après la légende, le lingurium provenait de l'urine du lynx qui se solidifiait et se transformait en ambre rouge, et les plus belles pièces étaient celles produites par l'urine des mâles les plus farouches et les plus solitaires. Les Gaulois utilisaient cet ambre dans la composition de certains collyres pour traiter les affections oculaires. Appelez l'ambre dans votre vie et voyager avec lui vous permettra de vous affirmer et d'exprimer votre personnalité, de favoriser votre concentration et votre mémoire, de dynamiser votre travail intellectuel et votre réflexion, de réduire votre stress et votre anxiété, d'améliorer votre sommeil, de réduire vos cauchemars et de lutter contre certains états dépressifs. Si vous souhaitez vous connecter de manière bienveillante à votre corps et retrouver une circulation énergétique fluide et légère, et si vous avez envie de vous dépasser tout en évitant les tensions, l'ambre est la matière qu'il vous faut et que vous pouvez solliciter car il vous permettra de franchir en douceur les obstacles qui se dressent devant vous et vous aidera à réintroduire la liberté dans votre vie et à ressentir à nouveau confiance en vous. Je vous ai préparé pour bien commencer cette nouvelle année un voyage avec l'ambre. Vous avez déjà sur la chaîne un voyage avec le corbeau et un autre pour trouver votre animal de pouvoir, mais je n'avais pas encore eu le temps de vous emmener en voyage avec une pierre. Si vous souhaitez obtenir votre voyage, il suffit juste de cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Je vous propose maintenant de visionner une autre vidéo consacrée à l'aigle marine, une pierre qui est associée à l'eau, tout comme l'ambre. Le lien s'affiche maintenant. Rêvons et voyageons ensemble.